Bonsoir, bonsoir et bienvenue. Nouvel épisode de Psychanalyse pour tous, une nouvelle rencontre de Psychanalyse pour tous. Et aujourd'hui, nous allons voir le sujet des résistances à la psychanalyse. Alors c'est un sujet très intéressant. Marie-Laure, bonsoir. Sally, bonsoir. C'est un sujet très intéressant parce que, encore une fois, ça nous concerne tous. Difficile d'échapper à ce qui nous concerne tous. Olivier, bonsoir. Alors, nous allons voir. Je vais mettre ça là. Et on va effectuer bonsoir. Nathalie, bonsoir. Assis, bonsoir. Donc, ici, je n'ai pas les... Si, je les ai. Alessandra, bonsoir. Hakim, bonsoir. Donc, les résistances à la psychanalyse. Alors, nous avons choisi ce sujet aujourd'hui parce que, en fait, que d'une façon générale, tout le monde s'oppose à la psychanalyse, même les psychanalystes. Isabelle, bonsoir. Dalal, bonsoir. Nous nous opposons tous à la psychanalyse et c'est un petit peu ce qu'on va voir aujourd'hui parce que même si nous opposons tous à la psychanalyse, bien évidemment, suit son cours. Elle continue malgré les résistances. Et Céline, bonsoir. Mais il faut voir bien évidemment que ce n'est pas la psychanalyse qui a inauguré les résistances, que les résistances pour l'être humain existaient déjà bien avant la psychanalyse. Les résistances, c'est une difficulté à parler, entre autres choses. Les résistances à l'anal, entre autres choses. D'accord, mais on va voir d'abord. Et ce qui est intéressant, c'est que, on va dire, Christine, bonsoir, que nous résistons tous à la psychanalyse comme nous résistons tous de façon générale à la nouveauté. À la nouveauté. Et ça, vous le savez, dans votre vie quotidienne, c'est même la télévision le dit. Donc, ce n'est pas la résistance, ce n'est pas quelque chose qui appartient spécifiquement à la psychanalyse. Martine, bonsoir. Mais la psychanalyse, bien évidemment, va s'intéresser à ce phénomène de la résistance. À ce phénomène de la résistance. Alors on va voir que la résistance d'abord, comme je disais, elle existe chez tous les êtres humains face à la nouveauté. De la même façon, comme nous dit Freud, que le petit enfant, quand il va voir autre chose que le bébé, quand il va voir autre chose que la tête de sa mère devant lui, il va se mettre à pleurer face à la nouveauté qui se présente à lui. De la même façon, il va dire le croyant qui inaugure par une prière chaque journée nouvelle, c'est-à-dire pour essayer d'adoucir un petit peu cette nouveauté en disant j'espère qu'aujourd'hui il ne nous arrivera rien. Et toutes les nouveautés, on va dire, techniques qui apparaissent dans notre vie où, comme nous le savons, Marlène, bonsoir, Nelly, bonsoir, comme nous le savons, nous avons un certain temps d'adaptation, Et Freud donc va nous expliquer pourquoi nous avons cette difficulté à accepter la nouveauté, parce que d'un autre côté, Mélika bonsoir, Jasmina bonsoir, d'un autre côté, tout ce qui est nouveau, il y a plein de gens qui s'intéressent à la nouveauté, il y a plein de gens qui cherchent justement le dernier nouveau modèle, etc. Mais Freud il va nous dire que, Guy bonsoir, qu'il y a une difficulté face à la nouveauté, parce que toute nouveauté met en jeu une dépense psychique. Face à la nouveauté, Samy, bonsoir, face à la nouveauté, il y a une dépense psychique nécessaire, qui est exigée en fait. Un mouvement libidinal, Delphine, bonsoir, exigé face à la nouveauté, toujours dans la vie mentale. Et donc ça, c'est une première résistance, on va dire, constitutive, encore une chose qui fait partie de nous. Et je m'oppose au nouveau parce que accepter le nouveau m'oblige à un travail psychique que je ne suis pas toujours décidée à faire.
les gens sont aussi conservateurs. Les gens sont conservateurs, effectivement. Mais pourquoi? Pour le travail psychique que provoque la nouveauté. Pourquoi? Et en plus, surtout parce que la nouveauté, si on accepte une nouveauté, ça veut dire qu'il va y avoir de nouvelles modifications qui vont se présenter et qu'il va y avoir, Denis, bonsoir, d'autres travail à faire, du travail psychique. Alors, face à cette nouveauté, quand on dit qu'il y a un travail psychique à faire, parce que le travail psychique consisterait à détacher en fait notre énergie sur nos anciennes manières de faire, nos anciennes manières de penser, nos anciennes pratiques, et d'utiliser cette énergie pour la nouveauté. Et donc ça s'appelle un travail psychique, une mobilisation de la libido qui correspond à un travail psychique. Et donc, comme vous le savez, un des péchés capitaux, c'est la paresse. Nous tombons souvent dans cette paresse, nous ne nous rendons pas compte qu'en fait, c'est pas simplement la paresse de faire dans la vie matérielle, sinon que l'homme est l'ennemi de ce qu'il ne connaît pas. Là, on parle de la nouveauté. Non? Donc, ce qu'il ne connaît pas, on peut supposer qu'effectivement, il s'agit de quelque chose de nouveau. Et en plus, Freud va nous dire que tout être humain n'abandonne jamais avec plaisir aucune disposition de sa libido qui lui a offert satisfaction. Non? Renoncer à nos certitudes, exactement, par exemple, non? Au niveau des idées. Même s'il dispose d'une nouvelle situation, le sujet a tendance à vouloir se maintenir, non? Comme disait Céline, nous sommes conservateurs aussi dans nos positions psychiques, Annie, bonsoir, dans nos positions psychiques, et donc nous ne voulons pas mobiliser notre énergie. Alors, Freud, il va dire, alors on pourrait penser que pour l'esprit scientifique, il ne devrait pas y avoir, Fatia, bonsoir, et il ne devrait pas y avoir cette crainte de la nouveauté, puisque la science elle-même, c'est bien justement ce travail, la science est toujours incomplète et insuffisante, et que la science est portée à l'investigation, à découvrir toujours quelque chose de nouveau et à obtenir de nouvelles interprétations des situations. Paulette, bonsoir. Mais pourtant, l'histoire des sciences nous montre combien d'innovations de grande valeur ont provoqué dans l'humanité un grand rejet quand elles se sont présentées. Nous le savons. Et par exemple, avec Galilée, avec tous les grands scientifiques qui ont dû faire face à une opposition et qui en plus après un certain temps ont dû être acceptées parce qu'elles ont été donc reconnues comme véritables, comme Laurie bonsoir, comme un résultat nécessaire au progrès de l'humanité. Donc, il y a d'un côté une résistance intense, mais de l'autre côté, il y a cette surprenante contradiction, non? Une soif continue de nouveauté et de savoir. La nouveauté peut engendrer un sentiment de peur. Et donc, Martine, bonsoir. Et donc, il va nous dire qu'au niveau de la psychanalyse, bien évidemment, bonsoir Carlos, c'est la même chose qui est arrivée, c'est-à-dire qu'il y a eu aussi une grande opposition. Et par exemple, non, la fourchette. Quand la fourchette, vous savez à quelle époque la fourchette est arrivée, a été fabriquée et présentée pour que l'on puisse commencer à l'utiliser dans nos repas. La reine, bonsoir, c'est lors de l'Empire byzantin. Et l'Empire byzantin commence au IVe siècle. Et pourtant, c'est seulement à partir du XVIIIe siècle qu'elle va être incorporée à notre quotidien, on va dire. Non? Donc, et il était considéré, pendant Louis XIV, il disait, il mettait les couverts sur la table, il mettait les fourchettes
mais il continuait à manger avec les doigts. Charbel, bonsoir. Il continuait à manger avec les doigts, que le roi préférait manger avec les doigts qu'avec la fourchette. Et ils disent que le clergé y voyait dans la fourchette un instrument du diable, parce qu'il pensait qu'il incitait au péché de la gourmandise. Donc cette diffusion va commencer bien plus tard, à partir du XVIIIe siècle. Donc ça c'est pour vous montrer quelque chose qui est une nouveauté tout à fait, pour nous aujourd'hui, anodine. Mais elle a dû faire tout un parcours avant d'être acceptée dans la vie quotidienne. Et donc, comme je le disais, pour la psychanalyse, c'est la même chose. Non, les premières découvertes de la psychanalyse ont été très mal accueillies. Non, on disait, et il y a eu, il dit, des tempêtes de réfutation indignées pour la nouveauté qu'il apportait sur la sexualité infantile, qu'avant Freud, les enfants n'avaient pas de sexualité. Non seulement ça, sinon qu'en plus, Brahim, bonsoir, il apporte le récit des rêves en disant, voilà, c'est notre matière première, c'est le récit qui va nous intéresser, ce nouveau niveau d'objectivité, hein, quelque chose qui était apparemment tout contraire à ce que la science, hein, de positiviste apportait jusque-là. Donc il y a eu plein, et surtout dire au sujet que il n'est pas le maître dans sa maison. Donc il y a eu que la psychanalyse a apporté plein de nouveautés pour l'être humain, et donc il y a eu bien évidemment, et il y a encore toujours énormément de résistance et d'opposition à la socialisation de la psychanalyse. Donc c'est-à-dire que la lutte dont souffre le nouveau ne peut pas empêcher cependant le mouvement et l'influence de la découverte. C'est-à-dire que la découverte de la psychanalyse existe, il faut la prendre en compte, enfin il convient de la prendre en compte, mais disons qu'au niveau des sociétés, elle n'est pas prise en compte, et c'est chacun d'entre nous qui va devoir faire le travail d'accepter qu'il existe cette nouveauté, et qu'au XXIe siècle, ne pas connaître la psychanalyse, c'est bien dommage, on va dire, non, c'est bien dommage. Et alors il dit que la raison principale de cette opposition à la nouveauté en général, non seulement à la psychanalyse, mais à la nouveauté en général, c'est à cause de la rigidité de notre idéologie. Il faut dire que Freud n'est pas toujours facile à lire, enfin je trouve assez ardu. Il faut continuer, non? Il faut continuer, il est assez complexe. Mais c'est pas ça l'opposition, non? L'opposition, c'est pas ça. Sonia, bonsoir. C'est-à-dire que il y a cette opposition, notre rigidité à notre idéologie. Et aussi quelque chose qui est très important à prendre en considération, c'est la force de l'illusion dans notre pensée. C'est-à-dire que l'illusion du vécu, que nous sommes persuadés, c'est-à-dire que nous tombons dans le piège de ce qu'est l'illusion en fait, et nous la prenons comme une réalité certaine. Et que cette illusion du vécu a un très grand pouvoir, il a même un plus grand pouvoir que la science chez le sujet, plus grand que la religion. C'est pour cela qu'il est difficile de s'en détacher. Annie, bonsoir, hein, que c'est difficile de se détacher de tout ça. C'est-à-dire que nous sommes collés à cette illusion, à la production d'illusions, et qui est quelque chose qui appartient au moi, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'inconscient. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que face à la nouveauté, même quand on veut être très moderne, très jeune, prendre les dernières idées, il y a quelque chose en nous qui dit non et qui n'appartient pas à la conscience. Donc, même si la conscience dit oui, il y a une partie de nous qui dit non. Et quand on parle de l'idéologie, donc rappelons que l'idéologie, c'est cette société, on va dire, dans laquelle les paramètres de cette société dans laquelle nous vivons et auxquels nous ne pouvons pas réellement échapper. Alors nous pouvons utiliser des instruments extérieurs pour mettre une certaine distance à ces paramètres, mais ces paramètres ont énormément de pouvoir sur notre vie, et que c'est ce qu'on appelle donc l'idéologie dans laquelle nous vivons. On ne parle pas des idéologies politiques, sinon on parle des idéologies sur notre manière de vivre. Ou l'idéologie
nous présente une manière de vivre, non, de comment nous devons vivre. Elle nous dit comment nous devons vivre, comment nous devons penser le travail, comment nous devons penser l'amour, comment nous devons penser nos relations sociales, comment nous devons penser la liberté, que dans tous les cas, les vacances, c'est quelque chose qui est bénéfique et qui est bénéfique à tout le monde. Donc, ils nous font croire, disons que, parce que cette idéologie nous fait croire que sa manière de penser, c'est la seule, l'unique, et qu'elle est bonne pour tous. Hein. Donc, et qu'en plus, cette idéologie, ben, elle se perpétue de génération en génération, sans questionnement. On ne se pose pas la question. Hein, qu'on va se plaindre de notre travail et on ne se pose pas la question pourquoi on se plaint de notre travail. Ben, c'est normal de se plaindre de ce travail, de devoir aller travailler, que c'est normal qu'on préfère les vacances. Et en fait, on ne s'est pas posé la question de pourquoi réellement on devrait préférer les vacances. Pourquoi tout le monde devrait préférer les vacances. Non, par exemple. Donc, comme je disais, on s'est opposé aux énoncés de la psychanalyse quand Freud a commencé donc à présenter l'interprétation des rêves, quand il a commencé à présenter la théorie de la sexualité infantile, sa théorie de la sexualité infantile, et que tout ça, en fait, ce sont des nouveautés qui obligent ou qui devraient obliger tout le monde à modifier et à incorporer de nouvelles idées et de modifier, et on va dire d'interchanger des vieilles idées par des nouvelles. Hein. Mais que tout ça, ça exige bien sûr un travail, et que ça ne va pas se faire tout seul, que toutes les nouveautés vont devoir incorporer un travail. Et qu'en plus, on va dire, Marie, bonsoir, et en plus une autre chose dont il va nous parler, qui va dire que c'est aussi se rendre compte que les idées, les injonctions, que les idées sur lesquelles nous vivions, ben, il y en a certaines qui ne sont plus, qui appartiennent à nos ancêtres, qui ne sont plus valables aujourd'hui, qu'il nous conviendrait d'accepter de nouvelles idées. Mais que, c'est-à-dire que ça, il y a aussi, non, se rendre compte que on s'est trompé, ou qu'il convient, qu'il y a autre chose qui est mieux que ce qu'on pensait auparavant. Donc, il y a... et qu'en plus, la psychanalyse, ce qu'elle vient nous montrer, c'est qu'elle va nous parler de nous-mêmes et de nos désirs. Et c'est là aussi où nombreux sont ceux qui disent « Non, je préfère ne rien savoir, ni de moi-même, ni de mes désirs. » Donc, il va dire, Freud va préciser, qu'il dit que même la philosophie qui apparemment pourrait être intéressée à découvrir des nouveautés sur le fonctionnement humain, a rejeté aussi et continue de rejeter les apports de la psychanalyse. Donc il va dire que ce que nous pouvons voir, et ce qu'il va nous dire clairement, il dit que ce ne sont pas que l'opposition qui est faite à la psychanalyse, ce n'est pas quelque chose qui appartient à la raison. Ce n'est pas une opposition qui appartient à l'intellect, ce n'est pas une opposition intellectuelle, sinon qu'on va voir que c'est une opposition affective qui rentre en jeu, et que nous nous opposons tous à la psychanalyse. Je dis tous, parce que tout le monde, nous allons nous opposer à la psychanalyse. Pourquoi? Pour le changement qu'elle propose, et qu'il s'agit de résistance affective. Hein. Et donc, mais Freud, il va dire, nous devons considérer, donc si c'est constitutif, si la résistance est constitutive, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que il va falloir la prendre en compte. Hein. La résistance au passé, au modèle parental. Bonsoir Françoise. Non, c'est-à-dire qu'il va falloir la prendre, la considérer comme une normalité s'il appartient à tout le monde. On ne va pas la prendre, on va pas la cataloguer comme quelque chose, non, qui, Ludovic, bonsoir, comme quelque chose d'anormal, sinon qu'on va le prendre surtout dans les processus analytiques, c'est-à-dire dans le travail même de l'analyse, on va le prendre comme quelque chose qui fait partie du travail. C'est-à-dire que lors du travail analytique, il va obligatoirement y avoir des manifestations de la résistance, c'est-à-dire d'une lutte, et il va nous l'expliquer, il dit que ce qui apparaît dans les résistances, dans le travail analytique, c'est comme si le moi du sujet, donc le moi inconscient du sujet, allait s'allier
avec sa maladie, avec ses symptômes, pour lutter contre le travail analytique qu'il prétend. Donc on voit qu'il y a une lutte dans le sujet lui-même, puisque le sujet vient à sa séance. Il dit qu'il veut avoir la possibilité d'une modification, mais il y a une autre partie de lui qui dit non. En fait, pourtant, la psychanalyse a réussi à banaliser la sexualité et le refoulement sexuel qui était tabou avant lui. Banaliser, vous dites, pour certaines personnes, mais pas pour tout le monde. Non, la découverte, aujourd'hui, par exemple, la sexualité des enfants n'est absolument pas prise en compte. On continue à les prendre, non, à les écouter comme si c'était des êtres qui n'avaient pas de sexualité. Même si théoriquement on va dire qu'ils en ont, mais dans la pratique, ça ne se voit absolument pas. Il n'y a pas de modification dans la pratique, parce que si, ça c'est une chose. C'est-à-dire théoriquement, on va dire, voilà, nous connaissons les bienfaits de la psychanalyse, mais après on ne veut absolument pas les appliquer. Donc ce que je disais qui était très intéressant, c'est qu'il va y avoir la résistance, c'est comme une lutte qui va avoir lieu dans chacun d'entre nous, c'est-à-dire dans le travail analytique. Une partie de moi veut une modification et une autre partie de moi ne veut rien savoir. C'est-à-dire qu'il y a une partie du moi inconscient qui va s'opposer à toute transformation. D'accord ? Donc, c'est-à-dire qu'il va s'opposer, le sujet, en fait, dans le travail analytique, il va s'opposer à l'acceptation de ses désirs inconscients. Il s'oppose au fait que son inconscient existe. Il ne veut rien savoir. Alors il dit, oui, je sais qu'il existe, mais après je le transforme en conscient. Je dis que l'association libre, c'est inconscient. Non, l'association libre, c'est pas inconscient. L'association libre est consciente. Donc vous voyez, je veux le transformer, je veux éliminer l'inconscient. Je veux faire croire que j'ai accès à l'inconscient. Et en fait, nous n'avons pas accès à l'inconscient si ce n'est grâce à l'interprétation psychanalytique. Donc, Freud il va nous dire, donc obligatoirement, le patient va trébucher dans son travail analytique, il va trébucher avec ses difficultés qui sont les résistances. Tout au long du travail analytique, il va tout au long y avoir des résistances. C'est-à-dire c'est pas qu'on va terminer avec les résistances ou que quand on a 30 ans d'analyse et avec 4 séances par semaine, du coup, on a éliminé les résistances. Non, elles font partie du processus et il va toujours avoir un mécanisme qui va s'opposer au travail analytique. Donc nous devons le prendre en compte, nous devons le savoir que le chemin ne va pas et que on va voir Asma, bonsoir, et que obligatoirement donc ces manifestations vont se produire. Et il dit, et en plus, la résistance en fait va se manifester encore plus dès qu'on va s'approcher de ce noyau de l'inconscient, c'est-à-dire quand au plus on se rapproche de l'inconscient, pour le dire d'une certaine manière, c'est-à-dire au matériel qui a été refoulé, au plus il va y avoir résistance. Parce que, en fait, les forces qui maintiennent le contenu qui doit rester réprimé, dont le sujet ne veut rien savoir, parce que pourquoi ça a été réprimé? Parce que le sujet ne voulait rien savoir de ça. Donc, quand dans un travail analytique, on se rapproche un petit peu de ça, ben, le sujet va faire barrière. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire au sujet, lui transmettre le contenu de son inconscient, non, d'une certaine façon. Pourquoi? Parce qu'il va faire barrière, il va arrêter et il va dire au revoir. Donc, au contraire, c'est pour ça qu'il faut tolérer toutes ces résistances au travail analytique qui peuvent se manifester. Pour chaque patient, ce sont des manifestations différentes. Donc, Freud, il va dire, d'une façon générale, tout ce qui s'oppose au travail analytique, tout ce qui met un frein au travail analytique fait partie des résistances. Et ce qui se passe, c'est que le sujet, justement, il ne sait rien de ça. Alors des fois, maintenant, aujourd'hui, théoriquement, il le sait, donc il va dire oui, je résiste, j'ai rien à dire, je résiste. Mais même si sa raison le sait, c'est pas pour ça qu'il va se libérer des résistances. Hein, sa raison a beau le savoir, ça ne va pas influencer. C'est le moi inconscient qui résiste. C'est le moi inconscient qui résiste à la modification.
hein, c'est cette partie. Donc il y a l'inconscient, il y a le surmoi, hein, le ça, le surmoi et le moi. Et dans le moi, il y a une partie qui est consciente et une partie qui est inconsciente. Et c'est cette partie du moi inconsciente qui va s'opposer aux modifications que la psychanalyse va présenter au sujet. Hein. Et, et on va voir que c'est donc le moi qui refuse, Nadia, bonsoir, c'est le moi qui refuse désespérément la guérison, parce qu'il considère, le moi inconscient, que la guérison est un danger. Non, Céline parlait de peur. C'est un danger pour le moi. Il va sentir une peur face à la possibilité de guérir, c'est-à-dire d'éliminer les symptômes. Parce que pour le moi, guérir, c'est se retrouver face à une véritable nouveauté dans sa vie. Et en fait, c'est cette nouveauté qui lui fait énormément peur. Marie-Thérèse, les résistances n'est pas la réticence. Non, la résistance n'est pas la réticence. D'accord? Donc, c'est une force qui s'oppose, c'est une force constante qui est faite. Et en plus, cette force constante des résistances qui s'opposent, parce qu'après, il y a des niveaux de résistance, bien évidemment. Il y a des gens qui ne veulent absolument rien modifier de leur vie. Et il y en a d'autres qui, petit à petit, vont réussir à modifier. Donc il y a, et on va voir que la résistance, ce qui est important quand on parle de résistance aussi, c'est qu'il va y avoir, c'est une quantité d'énergie qui est utilisée pour bloquer l'information qui reste réprimée dans l'inconscient, pour la bloquer et qu'elle ne s'échappe pas. Donc il y a toute une quantité d'énergie qui est utilisée pour qu'elle n'arrive pas à la conscience, pour qu'elle n'arrive pas à la conscience. Donc c'est pour ça que Freud, il va dire le moi inconscient protège la personne de ses souvenirs douloureux. Mais ce ne sont pas des souvenirs douloureux. Non, c'est pas obligatoirement des souvenirs douloureux, c'est du matériel, c'est plus quelque chose de moral, plus que des souvenirs. Non, c'est quelque chose qui est en relation avec notre morale. On va voir que c'est plus pour ça que nous avons réprimé, pour des questions morales. Et donc, Freud, il va dire que même si on prévient le patient en lui disant « vous allez voir, vous n'allez pas aller en ligne droite, qu'il va y avoir des forces qui vont s'opposer au travail que nous allons faire », que tout ça, même si on le précise, ce n'est pas quelque chose qui va alléger le travail, parce que de toute façon, le sujet ne peut rien faire contre ses propres résistances, sinon qu'il va les subir. Il va les subir, tout comme le psychanalyste va devoir subir. C'est pas subir, parce que c'est subir pour le patient plus, mais pour le psychanalyste, c'est pas subir dans le sens où il sait que c'est une énergie qui fait partie du travail analytique. Donc on n'a rien à subir, on sait que ça fait partie de tout apprentissage en plus, de tout apprentissage en général. Anouar, bonsoir. Finalement, nous aurons toujours des résistances, même minimes, puisque nous n'avons jamais réellement accès totalement à l'inconscient. Alors, je ne dirais pas minime, ça je ne sais pas, mais qu'il y aura, Sally, oui, toujours, Michel, bonsoir, toujours des résistances. C'est obligatoire, parce qu'il y aura toujours un inconscient. Exactement. D'accord? Donc, la résistance va toujours exister. Et il va nous parler, Freud, pour nous expliquer qu'on peut le voir clairement, cette résistance, on la voit clairement dans ce qu'on appelle la réaction thérapeutique négative. Et ce qu'on appelle la réaction thérapeutique négative, c'est quand, tout d'un coup, le sujet se rend compte qu'il va mieux, ou quand le psychanalyste lui souligne qu'il va mieux. Alors, quand on lui dit qu'il va mieux, la séance suivante, il apparaît avec tous ces symptômes du premier jour. Il revient avec toutes ces douleurs du premier jour, comme pour dire non, 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 rien n'est fait, tout est encore à faire, il faut continuer le travail. C'est-à-dire qu'il y a des progrès en psychanalyse, parfois qui se font et le sujet ne s'en rend pas vraiment compte, il ne s'en rend pas compte, il continue, même des fois, il ne se rend pas compte des progrès qu'il a fait. Certains continuent à se plaindre comme si il n'y avait eu aucun progrès, qu'ils en sont toujours dans la même situation. Alors que là, on voit clairement que le sujet a modifié principalement sa manière de parler. Mais lui ne veut pas le voir. Il ne veut pas voir les progrès.
Alors si on lui dit quand il ne veut pas le voir, bah, ça peut provoquer certains troubles, et ce qu'on appelle la réaction thérapeutique négative. Et il dit que la réaction thérapeutique négative, premièrement, il y a une des raisons, c'est comme si, surtout quand c'est le psychanalyste qui intervient en lui disant, mais vous voyez, vous êtes beaucoup mieux maintenant, et il va dire, mais ça y est, il veut me foutre dehors. Donc il y a réaction thérapeutique en disant, non, 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 regardez, regardez, il y a encore beaucoup de travail à faire, rien n'est fait. Et d'un autre côté, il y a quelque chose, on va dire, qui est plus inconscient, qui va venir, et qui va venir du sentiment inconscient de culpabilité. C'est-à-dire qu'il va prendre un rôle, hein, qui est ce sentiment de culpabilité, un rôle très important, où en fait le sujet ne se permet pas une amélioration. C'est comme s'il s'améliorait, se libérer de ses symptômes, alors que ces symptômes faisaient partie de la punition que son sentiment de culpabilité lui infligeait. Donc se libérer de ces symptômes, c'est contraire, et le sentiment de culpabilité va se remettre en marche, parce que le patient a besoin, on va dire, il a besoin d'une souffrance pour exister. Vous vous rendez compte, l'être humain, comment il est? Il a besoin d'une souffrance pour exister. Donc, ça ne se fait pas facilement. Régina, bonsoir. Tomber amoureux de la psychanalyse ou le détester, est-ce de la résistance à la guérison? Oui. Françoise dit, c'est un transfert. Je n'ai pas compris, je ne comprends pas la question. C'est trop... Il y a un... Donc, après, il va nous dire de façon plus générale, il va dire, il faut savoir aussi que dans la société dans laquelle nous vivons, la culture humaine que nous avons fabriquée, en fait, pour qu'elle puisse exister, elle a dû mettre en marche la maîtrise de force pour faire face non seulement à la nature, pour que nous puissions exister, même quand il pleut, on va dire, non, même quand il y a de l'orage, mais que en plus pour réprimer nos pulsions, parce que sinon, hein, nous serions encore des sauvages. Donc nous avons dû réprimer énormément ou refouler énormément nos pulsions, hein, pour pouvoir vivre en société. Et donc Freud, il va dire, et bien évidemment, il y a une opposition qui s'est faite au niveau de la psychanalyse en disant, oui, mais alors la psychanalyse, elle va libérer les pulsions et nous allons redevenir des êtres à l'état sauvage, nous allons nous permettre de faire tout ce que la société nous interdit de faire, non, l'attentat à la pudeur, etc. Mais en fait, Freud, il dit, mais pas du tout, pas du tout. La psychanalyse n'a jamais parlé de déchaîner nos pulsions, bien au contraire. C'est-à-dire de déchaîner nos pulsions qui seraient néfastes à la communauté, bien au contraire. Elle a donné l'alarme, il dit Freud, elle a donné l'alarme et offert ses conseils pour pouvoir penser l'homme et l'être humain d'une manière différente. Il dit, mais la société ne veut rien entendre parler de la découverte de la psychanalyse. Hein? Et Javier, bonsoir. Est-ce là que la psychanalyse parle de jouissance dans la souffrance? Oui, dans le masochisme. Hein? Non? Il y a toujours une jouissance. Dans l'être humain, il y a toujours une jouissance. Donc, il va dire que donc, lorsque la douleur est présente, la résistance se manifeste. Non, j'ai dit à l'inverse. Lila, bonsoir. Non, c'est à l'inverse plutôt. C'est-à-dire que quand le sujet se rend compte qu'il s'est libéré de ses douleurs, il dit, ce n'est pas possible, quelle horreur. Moi, je vis grâce à ma douleur. J'arrive à exister et à vivre grâce aux douleurs. Il a besoin de la douleur pour vivre. Hein? Donc, il dit que la psychanalyse n'a jamais parlé de lever toutes les pulsions et qu'on puisse se permettre de faire des choses qui sont interdites dans la société. Et donc il dit mais que la société ne veut pas entendre parler des progrès que la psychanalyse propose, de la découverte, de la véritable découverte, parce que, il dit, à beaucoup d'égards, la société n'a pas la conscience tranquille. Et il va dire pourquoi la société n'a pas la conscience tranquille. Elle n'a pas la conscience tranquille parce qu'elle a commencé à poser un idéal de haute moralité que nous avons beaucoup de mal, les êtres humains, à respecter, parce qu'en fait, c'est une haute moralité qui a des exigences qui sont au-dessus de nos possibilités.
C'est-à-dire cette moralité qui vise à quoi? À réprimer, à refouler nos pulsions. Et que cette société a exigé à tous les membres de cette société qu'ils devaient obtenir ou travailler dans le but de cet idéal. Mais en fait, ils ne se sont pas inquiétés. En imposant cette haute moralité, ils ne se sont pas inquiétés à savoir si cette obéissance était viable ou pas viable à l'être humain. Quel prix il allait devoir payer l'être humain pour pouvoir réaliser et maintenir cette haute moralité. En plus, il dit que la société n'est ni assez riche, ni assez bien organisée pour pouvoir offrir un dédommagement proportionné au renoncement que nous avons tous fait, en disant d'accord, je renonce à mes pulsions, mais qu'est-ce que vous me donnez en échange? Qu'est-ce que vous me donnez en échange? Alors d'accord, j'apprends à vivre comme un être civilisé, mais qu'est-ce que vous me donnez en échange? Et en fait, Freud dit que la société n'a pas la capacité, actuellement en tout cas, ou pas, on n'a pas vu, de pouvoir fournir à l'être humain un bien-être, non? De pouvoir, quand on dit de suivre les droits de l'homme, par exemple, que tout le monde puisse avoir un toit, que tout le monde puisse avoir un travail, non? Par exemple. Je veux dire simplement ça. Si dans les sociétés dans lesquelles nous vivons, il y aurait des gouvernements qui s'occuperaient à donner un toit à tout le monde, la possibilité d'avoir une résidence pour tout le monde et un travail pour tout le monde, hein, on accepterait un petit peu mieux, non, ce renoncement. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Il y a très peu de sociétés qui arrivent à travailler dans cet objectif. Donc, l'individu, face à ce renoncement qu'on l'oblige à faire, ben, il va trouver un échappement. Comment il va faire pour renoncer à ses pulsions? Comment il fait? Ben, il refoule, bien évidemment. Il va refouler toutes ses pulsions. Mais il est donc poussé à trouver un autre moyen pour se procurer une satisfaction. Je dis d'accord, je refoule ce que j'ai vraiment envie de faire. Mais je vais trouver de façon inconsciente, grâce à cet appareil psychique, une manière pour trouver son équilibre psychique, de trouver une satisfaction, d'arriver à une satisfaction. Hein. Et donc, pour obtenir cette satisfaction, ben, il va produire des choses qui sont contre la société. Parce qu'un symptôme, quel que soit le symptôme dans notre vie, tous nos symptômes sont d'une certaine façon quelque chose qui s'oppose à la vie en société, qui s'oppose ou à la vie en société, ou au travail, ou aux relations amoureuses. Donc, obligatoirement, on voit que c'est un symptôme qui est produit comme si on disait qu'on n'était pas d'accord avec ce que la société nous présente. C'est-à-dire que nos besoins pulsionnels doivent être satisfaits. Et si nous ne pouvons pas les satisfaire comme ça parce que c'est interdit, on ne peut pas dire un gros mot, parce qu'on ne peut pas crier, parce qu'on ne peut pas... Bon, aujourd'hui, on ne peut plus faire grand-chose. Donc, obligatoirement, on va le faire d'une autre façon. Pour suivre cette haute moralité, on va tomber malade. Comment peut-on bénéficier avec vous une formation en ligne et certifiée à la fin? Merci de me répondre, Sarah. Et il y a les cours le dimanche, Sarah. Non, sur la page, il y a une indication. Dans pas longtemps, le 3 novembre, nous allons commencer avec un cours sur les troubles alimentaires et vous pouvez regarder l'information là. Freud dit que l'être humain paie cher de sa liberté pour se socialiser. Donc il paie cher dans le sens où nous n'avons pas de compensation, il y a trop peu de compensation. Après, pour pouvoir, il y a trop peu de compensation, mais surtout et principalement parce que la société, non, un petit peu, c'est le post que j'ai mis sur la page, je crois aujourd'hui, ou hier, ou je sais plus, qu'on demande à l'être humain de réaliser, sortir de l'infantile. Ça, c'est exactement. Donc, c'est ce que nous n'arrivons pas à faire. Donc, nous restons dans l'infantile pour satisfaire nos pulsions infantiles au lieu d'avoir une action dans le social. Et Marie-Laure, bonsoir Clémence, pourquoi le psy n'a pas la capacité d'accompagner le patient jusqu'au bout? C'est du refoulement? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Un psychanalyste, non, c'est pas qu'il a la capacité, c'est qu'il va continuer le travail analytique. D'abord, jusqu'au bout, d'une certaine façon, ça n'existe pas, mais que surtout, je veux dire, dans le sens où il n'y a pas de fin, on ne va pas en finir avec l'inconscient. Donc il n'y a pas de fin, il y a un moment, on va dire que la fin d'une analyse, c'est quand
le psychanalyste et le patient cessent de se voir. C'est ça la fin d'une psychanalyse. Hein. Mais que l'inconscient est toujours là. Donc après, si vous dites que le psychanalyste n'a pas continué, je ne sais pas ce qui lui arrive. J'ai raté votre réponse, merci de la confirmer. Sur la page, Sarah, sur la page, il y a un cours sur les troubles de l'alimentation. Alors, c'est-à-dire que cet individu, donc, comme disait Olivier, va rester dans l'infantile pour trouver la satisfaction de ses pulsions au lieu de grandir et de participer à la construction de cette société. Non, ça va être la manière que nous allons avoir de pouvoir continuer à obtenir une satisfaction de notre pulsion, c'est-à-dire c'est pas une satisfaction dans la conscience, c'est une satisfaction dans l'appareil psychique pour pouvoir faire face à toutes ces renoncements qui ont été exigés, non, dès l'école. Non, dès l'école, les enfants, regardez comment on éduque, ou on essaye d'éduquer les enfants. Et c'est pour ça que, on va dire que la civilisation dans laquelle nous vivons en fait, elle entretient un état hypocrite, hein, qui s'accompagne forcément d'un sentiment d'incertitude et du besoin de protéger son indéniable instabilité par l'interdiction de toute critique et de toute discussion. Nous vivons dans des sociétés qui nous imposent l'instabilité, l'interdiction de la critique. Nous n'avons pas le droit de critiquer, sinon nous sommes catalogués de je ne sais pas quoi. Hein. Et parce que, par exemple, par exemple, quand on parle de cette haute moralité, c'est-à-dire qu'on a déjà fait référence un petit peu, nous, à ces pulsions égoïstes qui existent en chacun de nous, à ces pulsions agressives, à ces pulsions hostiles qui existent en chacun de nous, et qu'on nous réprime de façon brutale avec d'autres types de pulsions agressives pour soi-disant essayer d'éliminer nos pulsions agressives. Elle nous fait croire que ces pulsions agressives ne sont pas normales, alors qu'elles font partie de l'être humain. Et alors il dit que non seulement donc il existe bien évidemment les résistances, non, des scientifiques, les résistances dans le social, et en plus il existe les résistances des psychanalystes, c'est-à-dire que chez les pratiquants de la psychanalyse, bien évidemment aussi qu'il existe des résistances, et que le sujet, le psychanalyste lui-même, non, a des difficultés à faire face aussi, lui aussi, à faire face à ses propres désirs inconscients. Hein, et aux vicissitudes, on va dire, de leur acceptation. Donc, c'est-à-dire que nous continuons à vivre dans une morale très stricte qui n'existe plus dans les livres. C'est pour ça que des fois, on a l'impression que théoriquement, on n'est pas aussi moral qu'on le pense, mais en fait, quand on va se faire une analyse, on va voir que on est beaucoup plus moral que ce qu'on imaginait. Et donc c'est pour ça que nous avons un travail à faire pour pouvoir construire des nouvelles manières de santé, une nouvelle manière de santé mentale, parce que la santé mentale, ce n'est pas ne pas avoir de maladie mentale. La santé mentale, c'est une construction. Et la santé mentale, c'est une construction qui est obligatoire pour les psychanalystes. Les psychanalystes doivent obligatoirement continuer à travailler pour leur santé mentale, parce que sinon, la résistance va prendre toute la place. Et quand ils ne se psychanalysent pas continuellement, non, un psychanalyste de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Zero se psychanalyse 4 fois par semaine, il participe à plusieurs séminaires à l'école de Freud, de Lacan, de médecine psychosomatique, il supervise son travail de façon individuelle et en groupe, c'est-à-dire qu'il y a un travail constant qui est obligatoire de se faire. Pourquoi ? Pour lutter contre cette résistance, parce que sinon la résistance, elle gagne. Et le psychanalyste, il finit par dire que la psychanalyse, c'est ce que lui, il dit que c'est la psychanalyse. Freud n'existe plus, c'est ce que je dis qu'est la psychanalyse, par exemple. La santé mentale, c'est apprendre à vivre avec ses névroses. Non, Sally. Non, c'est pas apprendre à vivre avec ses névroses. Non, c'est apprendre à vivre avec ma condition d'humain que je suis, pas avec ma névrose.
Si après j'ai de temps en temps un tic nerveux, on va dire, ou une manifestation de ma névrose, c'est autre chose. Donc il faut aussi que ne pas la considérer comme un drame, mais ce n'est pas ça. Non, non, nous n'avons pas besoin de la névrose pour vivre. Nous n'avons pas besoin de la névrose pour vivre. Et si nous travaillons suffisamment pour la construction d'une santé mentale, la névrose, en fait, c'est quelque chose, on la voit même pas. Parce que ce qui se passe quand on a 4 séances de psychanalyse par semaine, on va dire, la névrose, elle est dans le divan. Elle est lors du divan. Mais à l'extérieur du divan, il n'y a plus de névrose. La névrose, non, il n'y a pas de manifestation. Marie-Laure, parlons du psy. Vous êtes limité dans les relations sociales et catégories sociales professionnelles? Je ne comprends pas. Est-ce que vous arrivez à vous libérer dans la vie? Qu'est-ce que ça veut dire, se libérer? Se libérer de sa névrose? Bah oui, puisqu'on fait un travail pour ça. Donc, on fait un travail pour ça et on fait un travail pour ça pendant des années. Donc, bien évidemment qu'on y arrive. Et donc, il va nous dire, Freud, que c'est pour ça que nous devons continuer, et surtout les psychanalystes, puisque c'est les premiers, en fait, à devoir s'occuper de leur santé mentale, parce que si je ne m'occupe pas de ma santé mentale, comment je vais m'occuper de la santé mentale du voisin? Non, Freud, il dit, dans la médecine, non, le médecin peut avoir des problèmes aux poumons et continuer à travailler et à s'occuper de la maladie des poumons de son patient. Mais il dit, en psychanalyse, c'est absolument impossible. Je dois être la plus saine possible pour pouvoir écouter l'histoire de l'autre. Parce que sinon, j'écoute ma propre histoire. J'écoute ma propre névrose. Je vois mes propres trucs dans l'autre. Et alors, si je vois mes propres trucs dans l'autre, je n'ai rien d'un psychanalyste. Donc, il va dire, et c'est pour ça qu'il faut, donc je dis, se psychanalyser pour faire face, contrer en fait cette force, c'est que l'inconscient, il veut toujours s'exprimer. Que l'inconscient réprimé, refoulé, cherche toujours à s'exprimer. Et il utilise son énergie pour pouvoir s'exprimer. Donc il se déplace sur des représentations anodines, non, comme ce qu'on voyait quand il y a une phobie aux araignées, quand il y a des tics où je dois me laver les mains 50 fois par jour, sur des choses donc anodines où il y a quelque chose qui est en jeu, qui est important pour le sujet et qui va provoquer donc ces symptômes. Donc il y a bonsoir. Hein. Et en fait, il dit, c'est pour ça que le rôle fondamental de la psychanalyse, c'est libérer le patient de ses symptômes pour qu'il gagne en énergie. Parce que l'énergie qu'il utilisait pour maintenir son secret caché, parce qu'il se lavait les mains, donc il y avait quelque chose qui passait, mais il y avait une autre partie qui était là pour boucher la sortie, on va dire, de cette énergie. Quand on peut dévoiler au patient, quand on a fait un travail analytique pour dévoiler au patient ce qui se cache derrière son acte obsessionnel, bah, il n'a plus besoin donc il gagne en énergie. Hein. Mais que, obligatoirement, oui, je parle des limites entre psy et patient. Le psy est trop conformiste. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Les limites, il n'y a pas de... Les limites, c'est respecter le pacte. D'accord? C'est-à-dire que dans une rencontre analytique, il y a un pacte. Il y a un horaire qui vous est réservé, il y a un tarif qui a été établi, il y a un rythme de séance qui a été établi, et l'un comme l'autre, le patient et le psychanalyste doivent respecter ce pacte. Et que le psychanalyste doit être là à l'horaire qui correspond au patient. Il doit travailler pour lui, puisqu'il est payé pour ça. Il doit travailler pour lui. Après, les autres limites, et le patient doit parler. Il doit venir et apprendre à associer librement. Ça, c'est le travail que doit faire le patient. Associer librement, dire tout ce qui lui passe par la tête sans se juger. D'accord? Après, vous parlez de limites, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de relation sexuelle entre le patient et le psychanalyste. Bah, s'il y a des relations sexuelles, il n'y a plus de patient, il n'y a plus de psychanalyste. Non, tous les deux disparaissent, non, puisqu'il devient une relation amoureuse. Donc, il transforme la relation qui existait en autre chose. Dans le rêve, il n'y a pas bien sûr que dans le rêve aussi, il y a des résistances fétiches. C'est bien pour ça que le matériel, quand on rêve, on dit « je comprends rien à ce que j'ai rêvé, c'est super bizarre ce dont j'ai rêvé », parce que
il y a eu justement une déformation. À chaque fois tout est déformé, ce qui arrive dans la conscience. Cécile dit, doit-on être amené à comprendre son fonctionnement psychique dans une analyse? On comprend beaucoup de choses dans une analyse sur son fonctionnement psychique. Est-ce la perlaboration? Et je ne comprends pas, Isabelle. Est-ce la perlaboration? C'est quoi ça, la perlaboration? Donc il va dire que pour réaliser ce travail, que même si le patient se présente comme quelqu'un qui est tout à fait à la disposition du travail analytique, qu'il vient, qu'il paye, qu'il parle, il y a une partie de lui qui dit non. Et nous devons le savoir. C'est-à-dire qu'il y a... Et au plus nous allons nous rapprocher de ce noyau, au plus il va y avoir des troubles qui vont se manifester. Alors une chose, par exemple, quand on parle des résistances, c'est-à-dire tout ce qui va s'opposer au travail analytique, non, cette semaine je ne peux pas venir parce que ceci, parce que cela, on va dire, non, une opposition au travail analytique. J'ai perdu mon travail, je ne peux plus payer, je dois abandonner mon résistance au travail analytique. Et après, il y a une autre chose à considérer aussi qui est très importante, c'est-à-dire, c'est justement le discours du patient. Parce que si le patient ne vient plus à ses séances mais ne dit rien, on ne sait pas si c'est une résistance, puisqu'il n'a rien dit. On va dire que c'est une résistance quand le sujet vient dire « à cause de ça, je ne continue plus. À cause de ça, je ne viens pas. » Non. Donc, on va dire là, il y a une résistance au travail analytique, puisqu'il le dit lui-même. Hein. Alors Freud, il va dire que le travail analytique, c'est pour ça que c'est très important et que c'est bien plus qu'une thérapie, le rêve qui se transforme en réalité. Touria. Alors, le traitement analytique, il dit, on doit le considérer comme s'il s'agissait pratiquement d'une deuxième éducation qui cherche à vaincre ces résistances internes, ce que le sujet veut à tout prix cacher, c'est-à-dire qu'on va dévoiler petit à petit, à petite dose, et de façon, on va dire, on dit que le psychanalyste doit interpréter le patient, en fait, il doit l'aider à dire la phrase que le patient n'est pas capable de dire. Il faut l'aider, lui ouvrir juste la porte en disant, voilà, vous avez vu, c'est ça. Bon, c'est-à-dire que on lui dit quand il l'a sur le bout de la langue. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller lui révéler quelque chose qui est loin, parce que sinon, il va partir. Donc, et donc, c'est-à-dire que, pourquoi? Parce que sinon, ça va provoquer un grand déplaisir, un grand malaise chez le sujet qui va être insupportable si on lui révèle réellement ce qui se cache derrière son symptôme. Et ça va lui produire un tel malaise que il va disparaître. Hein. C'est pour ça que c'est un travail qui se fait petit à petit, parce que c'est petit à petit où le sujet va aller, hein, et va avancer petit à petit sur un terrain et petit à petit apprendre à se connaître et à s'accepter, qu'il n'est pas ce que lui, il pensait. Au bout d'un certain temps d'analyse, le sujet s'en rend compte. Je croyais que j'étais comme ça et en fait, après un certain temps d'analyse, je me rends compte, non, je ne suis pas celle que je croyais, je suis différente. Je suis différente et en plus, en général, ils vont beaucoup mieux s'accepter tels qu'ils sont. C'est surtout ça, c'est pas qu'ils acceptent leur névrose, c'est qu'ils acceptent ce qu'ils sont, leur condition d'être humain. Y aller pas à pas. Donc on va y aller, exactement, on va y aller petit à petit au rythme du patient. Et chaque patient a un rythme particulier. Bon, un rythme particulier, c'est pour ça que quand le Freud dit, quand il y a des gens qui disent combien de temps je mets, on ne sait pas. Premièrement, il y a certains patients, quand ils arrivent, du coup, pom, 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 ils font, ça va très très vite, et puis tout d'un coup, ça bloque. Ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent, alors ils viennent, ils ne savent plus quoi dire, ils sont bloqués. Donc il faut attendre qu'il y ait le déblocage ou qu'il n'ait pas le déblocage, parce que des fois, ça peut arriver qu'il n'ait pas de déblocage. On va aller au rythme de la personne, effectivement. Et donc la psychanalyse va être là pour aider le sujet en fait à se réconcilier avec des idées qu'il avait réprimées, avec des idées dont il ne voulait rien savoir de lui-même, de quelque chose qui lui appartenait.
Donc, les fortes résistances qui existent à la psychanalyse ne sont pas de nature intellectuelle, mais sont d'origine affective. C'est pour des raisons affectives qu'il ne veut rien faire, non? Et Freud va dire, cet état de choses est à la fois effrayant et rassurant. C'est une lourde tâche que d'avoir pour patient le genre humain tout entier. C'est-à-dire que nous devons tous passer par le divan. Il convient à tout le monde de passer par le divan. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Freud qui l'a dit le premier, et que c'est important de le répéter, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être malade ni de souffrir de quoi que ce soit pour commencer une psychanalyse. Vous pouvez partager cette vidéo pour que nous soyons plus nombreux à pouvoir disposer, que c'est un bien pour l'humanité de pouvoir disposer de ce type d'informations. Si ça vous a fait du bien à vous, ça veut dire que ça peut faire du bien à d'autres personnes. Olivier confirme. Freud et les rêves, Cécile, mais quand on n'arrive pas à reconnaître qui on est, faut continuer, Cécile, faut continuer. C'est très important, faut continuer. On n'y arrive pas, on met un certain temps, on croyait que ça allait mettre moins de temps, faut continuer, on va y arriver. On va y arriver. Si on continue, on dit que ceux qui triomphent, c'est ceux qui continuent. C'est ça le triomphe, c'est pouvoir continuer. Et que si on continue, il y aura obligatoirement des résultats. Obligatoirement des résultats. Donc, et vous avez, pour ceux qui sont intéressés, des cours en ligne. Donc, un nouveau cours commence le 3 novembre, les troubles de l'alimentation. Nous allons voir tout ce qui est en jeu dans l'alimentation, cet acte, le premier acte que nous avons fait après avoir crié, tout de suite on nous a donné quelque chose à manger, et l'importance de l'alimentation dans notre vie, bien évidemment, et nos relations, les troubles qui existent dans nos relations avec l'alimentation, et pourquoi il y a tant de manifestations de troubles. Qu'est-ce qui est en jeu dans l'appareil psychique pour qu'apparaissent dans la conscience de si nombreux troubles. Donc non seulement il y a l'obésité, non seulement il y a la boulimie, l'anorexie et tout ça, mais dans notre manière directement, même pour les gens qui mangent plus ou moins correctement, c'est-à-dire qu'on a une relation, on va dire, qui considère normale avec l'alimentation, il y a toujours quelque chose qui est en jeu, qui fait partie de où notre appareil psychique intervient, on va dire, dans notre manière de nous alimenter. Oui, c'est très important. Bonne soirée Michel, merci. Corinne dit carrément vrai, merci beaucoup, merci Annick, merci Martine. Donc merci de partager, je répète, cette vidéo, ça vous fait du bien à vous aussi, de partager cette vidéo sur vos réseaux, et on continue mardi prochain, donc à la même heure et au même endroit. Et j'ai déjà le sujet de la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous allons parler de la perte ou les pertes. Bonne continuation et à mardi prochain. Au revoir Régina, Guy, Touria, au revoir, bonne soirée Virginie, allez au revoir et à la semaine prochaine. Estelle, Isabelle, c'est un processus, on le chemine. Oui, voilà, c'est ça. Allez, bonne continuation, au revoir.